J'adore les challenges. Ouais. Je trouve qu'on a en nous des millions de meilleures versions de nous-mêmes qui sommeillent et que le challenge est une bonne façon de les réveiller. Alors après, le challenge physique est plus évident parce que visible. Tu fais un triathlon, bah oui, ton corps se modifie, mais tu as aussi les challenges intellectuels. Je lis un livre tous les 10 jours ou des choses comme ça qui permettent de sortir de sa zone de confort et ouais, d'aller dans cette poursuite de devenir une meilleure version de soi-même. Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Cette semaine, j'accueille Maxime Barbier. Maxime est le fondateur de Vertical Station, un groupe média de divertissement. L'une des marques qui fait partie de Vertical Station que vous connaissez sûrement est Minute Buzz. Maxime est un homme de challenge, aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle. Il nous raconte pourquoi il est sans cesse à la recherche de nouveaux challenges et comment il fait pour s'organiser dans cette quête d'une meilleure version de lui-même. Il expérimente, échoue, apprend de ses erreurs et surtout se donne les moyens de ses ambitions. Maxime nous donne quelques conseils pour organiser au mieux sa journée de 24 heures et pouvoir se dégager du temps pour relever des challenges. Il nous explique pourquoi il a décidé d'investir dans son alimentation en ayant des plats livrés chez lui en accord avec sa nutritionniste la moitié de la semaine et ce qu'il s'autorise en dehors de ses jours. On aborde enfin ses loisirs et vous verrez que malgré ses règles d'organisation et d'optimisation, Maxime est un bon vivant qui aime se faire plaisir. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou la plateforme que vous préférez, c'est ce qui m'aide le plus. Merci à tous et bonne écoute. Salut Maxime, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. Moi de même, salut Brice. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Je m'appelle Maxime Barbier, je suis le fondateur de Vertical Station, un groupe média de divertissement. On produit des vidéos uniquement sur les plateformes sociales. On a plusieurs marques, dont une qui est plutôt connue, qui s'appelle Minute Buzz, qu'on a lancé il y a 10 ans. Et depuis maintenant, bientôt 3 ans, nous faisons partie du groupe TF1. D'accord. Et avec toute cette activité, est-ce que tu as le temps de faire du sport ? Grave. Le sport, c'est quelque chose qui est présent dans ma vie depuis que je suis tout petit. Quand j'étais petit, je voulais être basketteur pro, donc j'ai toujours été assez drogué au sport. Et avant le digital, j'ai eu 8 ans où j'ai bossé dans le monde de la nuit. Et là, ça m'a encore plus servi qu'aujourd'hui à vraiment balancer en fait mon activité de nuit, mon activité nocturne. Le sport a toujours été une partie intégrante et j'ai toujours fait beaucoup de place au sport dans ma vie. Et quoi qu'il arrive, c'est le sport qui passe avant beaucoup de sujets. Ok, ouais, t'en fais vraiment une priorité. Mais tous les jours, ouais. Ouais, c'est intéressant de voir que même dans le domaine de la nuit, t'as réussi à maintenir ça parce que c'est pas souvent le cas, quoi. Ouais, bah j'y ai vu une sorte de contre-pouvoir parce que le monde de la nuit, c'est quand même un des rares métiers que tu peux faire en étant un peu bourré tous les jours. Donc, grosse consommation d'alcool, beaucoup d'excès, que ce soit en bouffe et en plein d'autres choses. Et donc, en fait, j'ai vu dans le sport un moyen de mettre la balance à zéro, en fait, de ça. Et puis surtout, le sport est pour moi une manière d'évacuer le stress, les toxines, enfin, d'évacuer tellement de choses. Que c'en est devenu, je pense, une addiction. Je pense être assez accro au sport, ouais, clairement. D'accord. Et donc tu disais que tu voulais être basketteur professionnel. Ouais. Tu serais jusqu'à quel âge ? Jusqu'à temps que je me rende compte que j'en ferai pas carrière. Je pense comme beaucoup, on a des passions étant jeune et arrivé. Je suis monté en national, en championnat de France, et là j'ai vu que le niveau était trop balèze. Et j'avais les études en parallèle, j'étais en direction d'un bac S, donc je me suis dit bon allez, on va quand même viser le truc qui semble le plus rationnel. Donc je suis parti sur un bac S et après je suis arrivé à Paris, j'ai découvert le monde de la nuit et j'ai quitté le basket pour le grand cliché de la salle de sport, donc le Club Med Gym, que je faisais tous les jours en mode no day off, comme un bourrin, et je travaillais que les bras et les pecs, parce que généralement normal. Quand tu arrives en salle de sport et que tu connais pas grand chose, tu vas en direction du développé couché et tu prends des haltères et puis voilà. Et après j'ai migré vers d'autres sports beaucoup plus enrichissants et beaucoup plus intéressant. Ok, d'accord. Quand même un gros niveau en basket, du coup, au niveau national, c'est quand même... Ouais, beau. alors ça se perd vite, même si j'y ai continué un peu à jouer de temps en temps. J'ai eu un club pendant 2 ans mais après j'ai quitté, donc ça devenait épisodique, arrivé au beau jour où je venais un peu jouer en banlieue, mais
ça se perd, quoi. D'accord. Donc tu disais que tu avais migré ensuite vers la musculation et d'autres sports. Qu'est-ce que tu fais Ouais. comme sport? La muscu pendant 10 ans, donc 10 ans de Club Med Gym, où au niveau de progression zéro, parce qu'en fait, pas accompagné, pas coaché, les coachs dans les salles de sport de ce type-là, en tout cas, c'était vraiment pas ça. Et puis, c'était le cliché du Parisien qui avait envie que ça se voit, donc il fallait juste des gros bras et des gros pecs, et puis on s'arrêtait là, donc je travaillais pas le dos, pas le bas, enfin bon, tu vois. Et puis surtout, pas d'amélioration. C'est-à-dire qu'en fait, je mettais plus ou moins les mêmes charges, j'avais plus ou moins les mêmes routines, et donc c'était pas super intéressant. Et mon meilleur pote un jour m'a dit j'ai rencontré un coach, tu devrais voir, c'est génial, c'est un champion du monde de bodybuilding, blablabla. J'ai eu un peu peur. Il m'a dit non mais vas-y viens on va le voir. Donc je vais le voir. Et là il me voit arriver, il me fait et donc, le mec je m'en souviendrai, il me dit ah mais il est pas très sportif ce garçon, il commence à me toucher le dos, il me dit il est gras, il a pas de cuisse et tout, donc il m'a complètement saqué. J'étais là mais attends, je fais du sport depuis 10 ans, de quoi tu me parles quoi. Et donc on a fait le premier entraînement et je lui dis bon mais quoi comme poids, il fait oulala garçon, toi tu vas pas mettre de poids. Et donc j'ai découvert les squats, les jump squats, les burpees, des trucs poids de corps que j'avais jamais fait quoi. Et en fait, en l'espace d'un quart d'heure, le mec m'a mis en PLS, donc j'ai dit ok, il y a un sujet. Il m'a dit non mais t'es pas vraiment sportif, t'es juste un gros gras quoi. Tu vois. Je dis bon. Et donc j'ai commencé le coaching avec lui et ça m'a ouvert les portes vers quelque chose de fondamentalement différent, de voir la musculation de manière différente. Et après, je suis arrivé très rapidement au CrossFit. J'en ai fait pendant 2 ans, 6 fois par semaine. J'y ai pas, je suis vraiment tombé dedans. J'ai adoré le côté très bourrin, un peu challenging, tu vois, voilà. Mais je me suis pas mal blessé. J'ai fait 2-3 compètes et après j'ai arrêté. Et j'ai switché pour un autre sport qui a pour le coup été là une vraie passion plus longue, qui a été l'OCR. Donc c'est tout ce qui prépare au Spartan, que j'ai beaucoup aimé, avec beaucoup de courses, assez ludiques au final et très challenging. Et depuis, ça fait maintenant 4 ans et 3 ans. Et depuis 3 ans, maintenant, je me fixe des challenges sportifs tous les 3 mois ou tous les 6 mois pour aller découvrir des nouveaux sports ou affronter mes peurs. Donc en avril, je suis monté sur un ring pour un combat de boxe amateur. D'accord. Parce que j'ai toujours eu peur de me battre. Donc j'ai fait 6 mois de formation de boxe pour vaincre ce truc-là et aller jusqu'à monter sur un ring, faire un vrai combat en 3 fois 2 minutes avec tous mes parents et tout qui étaient là, mes amis, c'était génial. Et le challenge d'après que j'ai fini hier, autant bien que mal, je me suis fait mon premier triathlon parce que je ne savais pas nager. Donc il y a 3 mois, j'ai commencé à apprendre à nager. Ok, c'est une pratique sportive vachement tournée autour des challenges, si je comprends bien. Ouais, mais j'adore les challenges. Ouais. Je trouve qu'on a en nous des millions de meilleures versions de nous-mêmes qui sommeillent et que le challenge est une bonne façon de les réveiller. Alors après, le challenge physique est plus évident parce que visible. Tu fais un triathlon, bah oui, ton corps se modifie, mais t'as aussi les challenges intellectuels. Je lis un livre tous les 10 jours ou des choses comme ça qui permettent de sortir de sa zone de confort et ouais, d'aller dans cette poursuite de devenir une meilleure version de soi-même. D'accord. Et si je comprends bien, du coup, en fait, t'es plus sur essayer un sport. Par exemple, tu parlais de l'OCR et je vais peut-être juste définir ce que c'est une Spartan Race pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une course à obstacles. Tu fais ça pendant un temps déterminé et ensuite tu switches. Enfin, tu avais switché avant au CrossFit, et ouais. T'as pas plusieurs sports que tu pratiques en même temps? Non, j'ai essayé, mais en fait, mon objectif dans une Spartan, c'était de faire un top 100 à celle de Paris. J'y suis arrivé, sauf qu'après, j'ai fait la boxe et je me suis fixé un challenge qui était quand même ambitieux, de passer de peur de me battre à monter son ring en 6 mois. Donc, j'ai fait un programme. En fait, à chaque fois, c'est que je fais un challenge qui est normé dans le temps. Donc, je me donne une date avec un objectif à atteindre. Donc là, c'était par exemple moins de 3 heures au triathlon de Marseille. Et au final, ça tire l'entraînement, et ce qui fait que quand tu fais de la boxe 6 fois par semaine, t'as plus le temps de faire autre chose. Et là, pareil, la boxe, je voulais continuer parce que je suis tombé amoureux de ce sport, qui est un sport très noble et très intéressant. Sauf que quand tu vas nager tous les midis, au bout d'un moment, t'as plus trop d'énergie pour tout faire. Et à côté de ça, j'ai quand même une boîte à faire tourner, donc tu peux pas non plus tout faire, quoi. C'est vrai. Donc du coup, ouais, c'est assez intense. Tu parlais de 6 fois par semaine. Ouais. En moyenne, à quelle fréquence tu fais du sport? J'essaie ça fait depuis des années, ça va faire 15 ans, 18 ans que je fais du sport au rythme de 5 à 6 fois par semaine. À chaque fois avec un objectif d'une compétition. Parce que je trouve très intéressant dans la compétition qui est bloquée à un moment donné dans le temps, c'est que ça tire l'entraînement. Ça faisait des années, j'ai loupé la coche apprendre à nager quand j'étais petit, donc depuis j'ai toujours eu peur de la mer et de nager en pleine mer, et je m'éloignais jamais trop du bord de la plage ou du bateau.
Et en fait, je me disais apprendre à nager, mais ça marche pas en fait. Enfin, en tout cas pour moi. Et donc je me suis dit, allez, dans 3 mois, tu devras faire 1,5 km en pleine mer, dans un triathlon. Donc si tu veux faire 1,5 km dans 3 mois, il faut au moins que tu aies fait 2 sorties en mer avant. Donc il faut que tu aies au moins nagé 1 km. Et en fait, je trouve que c'est intéressant, ça tire l'entraînement en fait naturel. Et puis les jours où t'as pas envie, tu fais ouais, mais bon putain, dans un mois j'y suis quoi. Donc non, en fait, faut que j'y aille quoi. Ouais. Donc tu te fixes des contraintes et du coup, tu es obligé de faire en fonction. Tout à fait. Mais du coup, est-ce que c'est des sports qui t'attirent parce que tu sais que t'aimes ça, ou c'est juste parce qu'il y a le challenge derrière qui est physique? Bonne question. J'ai dans ma nature le challenge, donc je pense qu'il y a ce côté dépassement de soi que j'aime beaucoup. Non, je dirais que ce que je vais chercher, c'est l'idée de vaincre quelque chose par le challenge. Donc j'ai toujours eu peur de me battre, je me suis jamais battu dans la rue, j'ai été chahuté un peu quand j'étais jeune par des racailles, bon ok. Mais j'avais pas cette confiance. L'idée c'est pas d'avoir confiance et de pouvoir me tabasser demain avec le premier venu, mais j'ai toujours un peu cette petite peur dans la rue, ou tu vois les moments où t'es pas très à l'aise. Donc je me suis dit j'ai envie de vaincre ça, et la natation c'est pareil. Donc je vais plutôt chercher la compétition et le challenge pour essayer de me forcer à améliorer une partie de moi. D'accord. Et ensuite en fait t'apprends à aimer le sport quoi. Et après la boxe, et je rebondis de tu vois un peu où la vie me mène. La boxe, c'est un ami qui me présente un pote à lui qui a 3 salles de boxe dans Paris. On fait un dîner, je lui dis que j'ai peur de me battre, il me dit bah viens essayer. Je dis non, il me dit challenge, t'es pas capable de monter sur un ring dans 6 mois. Quoi, challenge? Bah si, parti. Après je descends à Marseille, j'ai un pote, il me fait ouais je fais le triathlon de Marseille. Je dis ouais je sais pas nager, il me fait tu sais pas nager, t'es nul, challenge. Je dis ouais ok challenge. Et là je suis en train de réfléchir à mon prochain challenge, même si je vais continuer le triathlon parce que pour ceux qui savent pas, je me suis éclaté en vélo à mon premier triathlon, donc je ne suis pas officiellement un triathlète, même si j'ai fait la course et la nage. Donc je vais continuer ça, mais je vais aller sur un autre challenge, et celui qui met en tête, c'est d'essayer d'arriver à faire le drapeau, ça humain là, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve que c'est super intéressant, c'est que ça t'oblige à avoir une sorte à travailler ton gainage, un truc que j'ai pas voulu toujours trop travailler, tu vois. D'accord. Mais t'as pas l'Ironman en tête? Ce serait un peu en continuité. Ouais, l'Ironman, c'est le truc un peu, c'est le truc, tu vois, dont tous les sportifs parlent. En fait, c'est marrant parce que là, mon pote à qui j'ai fait le triathlon m'a dit viens, on fait le Ironman 70.3, donc qui est un Alpha Ironman. Et d'un coup, c'est marrant, ce truc-là me semble ok, tu vois. Alors que tu m'aurais dit ça il y a 3 mois, je t'aurais dit mais no way quoi, jamais de la vie. Donc là, je te dis non sur l'Ironman en entier. Si je fais un demi, peut-être que ça emmènera à faire un global. Après, je trouve que c'est long. Enfin, faire un Ironman, c'est long en temps. Les entraînements, c'est long. Enfin, tu fais des sorties de 4 heures, 6 heures. Ça demande du temps, quoi. Ouais, ça demande beaucoup de temps et d'investissement, ouais. Donc, du coup, ce que je comprends, c'est que tu as aussi des coachs qui t'ont suivi et qui t'ont fait aussi progresser. Et en quoi ça a été important? Je pense que le coaching est un élément crucial en fait dans tout ça. Après, si tu veux faire du sport pour te détendre et transpirer un peu, ok, pas besoin de coaching. Si à un moment donné tu veux vraiment apprendre rapidement quelque chose, donc apprendre à nager en moins de 2 mois pour faire un triathlon, tu es obligé d'avoir du coaching. Si à un moment donné tu veux passer dans une catégorie au-dessus en termes de performance, il te faut du coaching. Et aussi le coaching, mine de rien, c'est un super élément de motivation, d'avoir des rendez-vous fixes avec un mec que tu vas toutes les semaines, qui t'apprend, qui te motive, etc. Donc je prends des coachs, à chaque fois que je teste un nouveau sport, je prends un coach qui me suit du début jusqu'à la fin, avec cet objectif. Donc quand j'ai vu Ahmed qui était champion du monde dans sa catégorie de boxe, je lui ai dit écoute voilà, mon objectif c'est simple, il faut que tu me prépares, j'ai 6 mois, il faut que je monte sur un ring. Pareil sur le triathlon, j'ai pris un coach, etc. pour apprendre à nager. Donc je crois énormément dans le coaching. On pense souvent que c'est un côté un peu coûteux, mais le retour sur investissement il est incroyable. C'est-à-dire que demain tu vas apprendre à nager, tu vas faire tout seul 100 heures versus un mec qui aura pris au moins 20 heures de coaching au démarrage, mais la courbe de progression elle a juste mais strictement rien à voir, quoi. Donc je crois beaucoup dans le coaching, ouais. D'accord. Et comment tu fais pour les trouver, ces coachs-là? C'est des recommandations? J'ai la chance soit d'avoir des recommandations. Après, à titre personnel, je suis investisseur dans une salle de sport où il y a plein de coachs, et donc j'ai accès à ces personnes-là. Après, faut chercher, faut demander. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, il suffit de mettre un statut sur Facebook et vous verrez que vous aurez plein de suggestions. Donc après, il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament coach. Ouais. Donc ça, il faut faire attention. Mais comme tout service, l'idée, c'est faites confiance. S'il y a un ami à vous a trouvé un coach qui était bien, la recommandation, c'est quand même un truc assez fiable. Après, ce qui est important, c'est quand même de bien savoir ce que vous voulez, parce que
pareil, dans les coachs, il y a différentes typologies de coachs, différents niveaux de coach. Il y a des coachs, je pense, qui sont capables de vous envoyer sur des performances très fortes. Il y en a qui le sont peut-être moins. Donc voilà, après c'est pareil, si vous voulez juste transpirer dans un parc et juste avoir la motivation tous les samedis d'y aller, il y a plein de coachs qui feront l'affaire. En revanche, si vous voulez vous entraîner pour un triathlon en moins de 3 mois et aller chercher une performance vraiment, il faut peut-être un coach qui a déjà fait des triathlons, peut-être un coach qui maîtrise les 3 sports, etc. Oui, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui a déjà vécu. Ouais, bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, comment tu fais pour t'organiser avec ta boîte là que tu gères et tes 6 entraînements par semaine? Alors moi, à côté de ça, je suis passionné de productivité et un des premiers trucs qu'on a à apprendre dans la productivité, c'est qu'on a tous 24 heures dans une journée. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces 24 heures. La plupart du temps, on dit j'ai pas le temps, mais tu te rends pas compte, j'ai ci, j'ai ça, etc. Ouais, sauf qu'en fait, si tu dors 8 heures et que tu travailles 8 heures, il te reste 8 heures. Donc maintenant, il faut savoir Qu'est-ce que tu fais de tes 8 heures dans la journée. Mais c'est vrai que les gens, ils bug en fait quand on parle de ça. Parce qu'il y a un truc qu'il faut arrêter, c'est de penser qu'une journée, c'est une journée de travail. Non, une journée, elle commence à minuit et elle finit à minuit. Une journée, c'est 24 heures dans une journée. C'est pas du 9h à 19h et après, il se passe rien. Si on fait le bilan des heures qu'on a à dispo, vous verrez que placer 1 heure de sport par jour, c'est pas si compliqué, quoi. Donc, on peut travailler comme moi 60 heures par semaine, sortir le soir, lire des livres, faire du sport. C'est avant tout une question d'organisation et surtout une question de volonté, quoi. Parce que... Voilà, il faut juste se mettre ça dans son agenda. Donc la base, en tout cas moi que je recommande, c'est au bout regardez tout ce que vous faites dans la semaine, mettez un petit tableau et notez chaque heure ce que vous faites dans la semaine et regardez à la fin de la semaine où sont passées vos heures et regardez où vous pouvez passer 1 heure de sport. Et au début, commencez par 1 heure de sport par semaine, puis après vous pouvez rajouter 2, puis 3. Puis après, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Encore une fois, si c'est juste pour se décrasser le samedi, il n'y a pas besoin de placer autant de temps dans son agenda. Ouais. Et toi, tu l'as dans ton agenda du coup? Ouais, moi donc ça fait partie des choses que je fais dans la morning routine, ça s'appelle le non connu et le productivity planner. L'idée c'est d'avant de partir de chez soi, c'est de planifier en fait ce qu'on va faire dans sa journée. Donc moi j'adopte un système de blocs en fait, donc j'ai mes blocs et j'attribue des blocs, donc telle réunion, tel projet et j'ai évidemment mon bloc sport et mon bloc transport parce que des fois on dit qu'il faut faire 1 heure de sport mais tu as une demi-heure pour aller à la salle, une demi-heure pour revenir, c'est plutôt un bloc de 2 heures. Donc avant de partir le matin, je définis en fait ce que je veux faire dans la journée. Et ça permet vraiment d'être beaucoup plus productif et de ne pas subir et prendre la journée de pleine face et d'être ballotté dans tous les sens et d'arriver à 19h. Oh, putain, mais j'ai rien fait de ce que je voulais, pourtant j'ai fait 1000 trucs. Ça permet d'avoir son temps à soi le matin et de se dire ok, ça c'est important pour moi, dont le sport. Je le place, je le fais. D'accord, et donc c'est au jour le jour. Ou alors tu sais déjà à la semaine que tu vas faire 6 entraînements et que... Enfin, tu vas savoir les placer obligatoirement. Alors après, il y a des choses qui sont récurrentes. Typiquement, quand j'ai voulu m'entraîner au triathlon, je me suis dit, OK, il faut que je nage 3 fois par semaine. Je me suis dit, OK, c'est quoi le mieux? La piscine, elle ouvre à 11h30 parce que si tu vas à 12h30, 13h, c'est blindé. Donc je me suis dit, OK, 11h30, donc je vais le placer le lundi, le mardi et le jeudi. Donc ça, je l'ai placé. C'est des blocs qui sont fixes et ça ne bougera pas. Ensuite, je me suis dit, il faut que je place mes entraînements de course. Donc ça peut être variable si jamais j'ai des dîners pro qui se placent, etc. Mais l'idée, c'est qu'à la fin de la semaine, mes blocs aient été placés d'une manière ou d'une autre. D'accord. Et t'as jamais eu de mal à les placer? Si, alors après, j'en entends qui rigolent en écoutant ce podcast ou qui disent c'est quoi ce robot, cet alien, mais l'idée c'est de créer un modèle qui vous permette de faire en sorte de faire plus de choses. Parce que moi j'ai envie de faire plein de choses de mes journées et j'ai envie que mon temps soit très efficace. Ok. Après, je sais pas, t'as envie d'aller au ciné sur un coup de tête, tu vas au ciné, t'as un dîner avec tes parents qui dure plus longtemps, tu vas pas leur dire ah non il est 23h, faut que je rentre, j'ai mon bloc lecture. L'idée c'est de créer un cadre, après à toi de faire vivre ton cadre en fonction de tes envies. Ouais, je suis d'accord, c'est ce que je dis souvent sur le podcast, les gens qui vont m'écouter vont me dire, ils se répètent, c'est 80% c'est le nouveau 100%, c'est-à-dire que tu définis un cadre, mais en même temps si tu atteins 80% de ton objectif, tu atteins 100% de ton objectif. Du coup, en fait, c'est une manière de déculpabiliser, et justement, comme tu disais, de ne pas dire « Ah non, il faut que je lise là, je l'ai noté, etc. » C'est intéressant, une petite parenthèse sur ce que tu dis. J'ai lu un bouquin qui s'appelle « Comment apprendre une compétence en moins de 20 heures » et c'est un peu ça. En fait, pour apprendre n'importe quoi, jouer aux échecs, jouer à la guitare, faire tel sport, en fait, il suffit de 20 heures pour apprendre les premiers 80% qui sont les plus importants. Et après, oui, si tu veux arriver sur un niveau champion, expert, tout ce que tu veux, il va te falloir de nombreuses heures. Mais c'est la règle des 80 en fait. Tu passes 80% de temps pour obtenir le maximum de choses, quoi. Ouais, carrément. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui voudrait se mettre au sport ou bien s'alimenter?
Alors j'ai un peu c'est marrant parce que je travaille sur ça un peu, peut-être qu'un jour je serai coach aussi, mais Pourquoi pas. je me dis qu'est-ce qui fait qu'en fait moi j'y arrive sur ces sujets-là, et en fait je pense que la première question à vraiment se poser, c'est pourquoi on veut se mettre au sport. Parce que j'entends souvent j'ai envie de courir un 10 km, mais pourquoi en fait tu veux faire un 10 km? Qu'est-ce que ça représente pour toi ce 10 km? Et en fait, si on se dit juste je veux courir un 10 km, ça a beaucoup moins de poids qu'en disant j'ai envie de redesigner ma vie ou changer quelque chose de fondamental. En fait, il faut remonter d'un cran, et le pourquoi de pourquoi on veut se mettre au sport, généralement, a plus d'impact et tirera plus la machine au moment où ça va être dur. Donc je pense que la première question, c'est quand même de se poser ça. Et la deuxième, c'est la stratégie des petits succès. C'est que beaucoup sont là, ils achètent les chaussures de sport à 150 balles, ils prennent l'abonnement 7 mois, 8 mois, à truc. Allez, cette semaine, j'y vais tous les jours. Ouais, mais non, non, tu te fais un claquage, t'es déprimé. Alors, ok, le premier jour, t'es bien, t'es en forme. Le deuxième, mais faut y aller à petit. J'ai un ami qui voulait se remettre au sport et il n'arrivait pas à courir. Il se fixait pourquoi ce 10 km à chaque fois. Et en fait, le 10 km lui faisait peur, donc il n'y allait pas. Ou même, il le faisait une fois, il était fracassé le lendemain. Et je dis non, fais un tour de pâté. Descends, fais un tour de pâté. Il a trouvé ça ridicule. J'ai dit tu descends, tu fais un tour de pâté, tu remontes. Succès. 2 jours après, tu fais 2 tours de pâté. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je pense que la deuxième étape, c'est vraiment d'y aller mollo et juste mieux vaut y aller doucement, lentement, mais sûrement, quoi. Carrément. Et je rebondis là sur le why. C'est hyper important. Et moi, limite, j'ai tendance à dire d'en faire au moins 3 ou 4, voire 5. Je sais pas si c'est la méthode de Simon Sinek. Je sais pas si c'est lui qui dit 5 why. Enfin, en tout cas, quand t'as les 5 pourquoi, tu remontes au vrai sujet. Tu remontes beaucoup. Après, des fois, c'est un peu poussé parce que t'as pas besoin d'aller aussi loin. Mais je suis d'accord qu'il faut vraiment chercher une motivation profonde, parce que le jour où tu seras pas motivé, parce que ça arrivera dans tous les cas, si tu sais pourquoi tu le fais et que c'est vraiment profond, là, tu vas peut-être te dire bon, j'y vais, je continue. Et deuxième conseil que tu donnes, là, d'y aller tout doucement, des small wins. Ouais, c'est hyper important. Et encore une fois, c'est le fait de pas se focaliser sur le résultat, ou se dire ouais, j'ai fait que 15 minutes, c'est pas assez, normalement c'est 45 minutes de course, blablabla. C'est vraiment cocher la case et se dire je l'ai fait aujourd'hui, quoi. Intéressant. Si on enchaîne sur tes routines, tu as commencé à évoquer tes morning routines. Ouais. Comment elles se construisent? J'ai une morning routine depuis 2 ans, parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est win the morning, win the day, de Tim Ferriss. De Tim Ferriss, qui est que en prenant vraiment du temps pour soi, et le matin surtout, en fait tu prends vraiment possession de toute ta journée. Donc on parlait du productivity planner il y a quelques secondes. Le fait de planifier sa journée, c'est prendre du temps le matin et pour rendre sa journée la plus efficace. Donc ma morning routine en fait évolue. Depuis 2 ans, je rajoute des choses, j'enlève des choses, mais basiquement c'est 1 heure, 1 heure et demie le matin avant de partir de chez moi. Donc j'ai fait pendant 1 an me lever à 6h du mat pour faire 2 heures de morning routine. C'est sympa, les journées pleines d'efficacité, tout ce que vous voulez, sauf que Paris, je pense, n'est pas vraiment une ville adaptée pour se coucher à 22h et se lever à 6h. Ouais, j'étais en Australie et là par exemple c'est complètement l'inverse. Donc j'ai plutôt tendance à me coucher vers 23h et à me lever vers 7h, 6h30, 7h, et là j'ai une sorte de choses et d'étapes que j'enchaîne, que ce soit le réveil musculaire, que ce soit la méditation, que ce soit ce qu'on appelle le dump ritual, c'est le brain dump ritual, c'est de vider son cerveau en fait de tout ce qu'on a dans la tête, d'écrire ses pensées, le fait de faire le productivity planner, d'avoir mon petit rituel aussi de flocons d'avoine, lait de soja que je fais avec plaisir, ou le café. En fait, c'est tous ces petits trucs là qui permettent de quand je pars de chez moi de me sentir bien et de savoir que la journée va bien se passer, quoi. D'accord, donc ça fait 2 ans, tu dis que ça a évolué. Au départ, ça te prenait combien de temps? C'est un peu comme le soir. Au début, l'idée c'était de juste me lever un quart d'heure plus tôt et de me dire ok, qu'est-ce que je vais faire de ma journée. Ça a été le premier truc que j'ai fait. Ça s'appelle le 5 minute journal, ou le productivity planner. C'est plein de petits trucs qu'on voit sur Amazon où t'écris à la main. Donc j'ai un peu repris goût à écrire à la main. Après je me suis dit ok, c'est cool, est-ce que je peux pas rajouter la méditation? Pendant un moment j'avais la lecture aussi, parce que j'ai un challenge de lire un bouquin tous les 10 jours, et clairement je misais tout sur le soir, mais en fait mieux vaut lire 5% le matin et 5% le soir. Donc j'ai rajouté la lecture. Puis à un moment, la lecture, ça m'endormait. Donc en fait, ça évolue avec moi. Le mois de juin là, qui est passé, j'ai tellement bossé qu'au final, elle a complètement sauté. Et je suis OK avec ça, en fait.
au début j'étais là, putain t'es nul Maxime, mais en fait à un moment tu peux pas tout faire non plus, et quand t'as beaucoup de stress, beaucoup d'enjeux, beaucoup de sport, bah oui, bon, bah, y a des trucs qui sautent et faut être ok avec ça. Et je pense que ça c'est un sujet qu'on devrait plus aborder, le côté être ok avec ça. Ouais. Parce que faire une morning routine où tu as 9 étapes pendant 60 minutes, etc., bah oui, il y a des jours où tu peux pas, et puis bah, c'est pas très grave, et il faut être ok avec ça, quoi. Ouais, je suis d'accord, et je reviens encore avec mon 80, c'est le nouveau 100%. Ça m'est arrivé un peu la même chose parce que j'ai déménagé là il y a quelques semaines, et ça faisait un mois que j'étais à moitié en transit entre chez mes beaux-parents et tout ça. Et pareil, la morning routine, forcément, plus ou moins sauté, j'ai essayé de compresser vraiment au maximum. Et au départ, j'avais un peu de mal à me dire non, il faut que je la fasse et tout ça. Et finalement, je me suis dit non, mais c'est pas grave. Si sur l'année, il y a un mois que j'ai pas fait, pas correctement comme je le voudrais, c'est ok, quoi. Mais c'est En parlant de ça, je fais un truc qui s'appelle Quantified Life. C'est je mets tout sur Excel, en fait, un peu des choses de ma vie. Alors là, pareil, on va dire c'est vraiment un robot, mais en gros j'ai un Excel qui s'appelle Daily Routine, où en fait je note toutes les étapes des choses que je vais faire dans la journée. Donc celle du matin, donc comme j'ai dit, productivité planaire, méditation, etc. J'ai celle de la journée, j'essaie d'écouter 30 minutes de podcast, de boire 3 litres d'eau, donc j'ai quelques trucs que je fais dans la journée, et j'ai aussi d'autres trucs que je traque, comme le temps passé sur mon iPhone, sur certaines applis, le pourcentage de lecture, etc. Et je traque tout ça, et ce qui fait que en fait, j'ai à la fois un résultat global de ma journée, donc est-ce que j'ai fait 70% des trucs que je voulais faire dans la journée, 80%, et j'ai aussi une ligne horizontale qui permet de voir qu'est-ce que j'ai réussi le plus dans ma journée. Et en fait, c'est pas mal parce que ça permet vraiment de se rendre compte, des fois on a l'impression d'être une merde sur la semaine ou le mois. Et en fait, quand tu regardes les chiffres, bah ouais, t'as fait 68% de tout ce que tu devais faire. Et en fait, 68%, c'est pas mal, en fait. Ouais. Alors, 68% est le nouveau 100, mais en gros, ouais, faire 68% de 17 trucs que tu veux faire dans la journée, dans des trucs compliqués, bah ouais, c'est pas mal. Et donc, le fait de mettre sur papier, en fait, des chiffres, sur des perceptions, parce qu'en fait, on a une déformation en fait de la perception. Pareil, quand tu demandes à quelqu'un combien de temps il passe sur son tel, il le sait pas, il va te dire 2 heures, alors en fait c'est 6 heures. On n'est pas très bon à avoir une vraie perception des choses sur ça. Donc le fait de le quantifier permet aussi de relativiser parfois. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est la première chose à faire, de voir où va son temps, ou bien aussi c'est la même chose avec l'alimentation en fait. Quand tu es quelqu'un qui veut perdre du poids, souvent ils vont te dire qu'ils mangent plutôt correctement, et en fait s'ils se mettent à noter pendant une semaine ce qu'ils mangent, je dis ah ouais mais j'avais oublié ça et puis ça et ça, et en fait c'est vrai qu'il faut déjà prendre conscience de ce qu'on fait. J'avais voulu moi aussi écrire un peu, enfin noter, traquer toutes mes données, mais j'étais assez mauvais là-dessus, mais c'est quelque chose qui me plairait, quoi. Bah d'ailleurs, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à m'écrire un message sur Instagram. J'ai un template tout prêt que je donne sur Excel qui permet de commencer à mesurer un peu tout ça. Donc il est un peu dense, il y a plein de trucs, mais à vous d'enlever ce qui vous intéresse pas, mais au moins vous pouvez commencer à mesurer. D'accord, je le mettrai dans le lien de l'épisode. Et je le prendrai aussi. D'accord, donc ça c'est pour le morning. Ensuite, evening, est-ce que tu as une routine ? Non, là je suis un peu plus freestyle. J'essaie toujours quand même d'essayer de lire un peu. Après, c'est un peu compliqué. Là, c'est pas une evening, mais j'essaie de terminer ma journée de boulot avec le zéro inbox, donc d'avoir traité tous mes emails. Ça, j'y arrive assez bien. Mais non, pas trop de... Non, je trouve que j'ai assez de trucs déjà le matin pour... Voilà, j'essaie juste de me coucher avant minuit, grand max. Je suis plutôt du genre à me coucher vers 23h, 23h30. Et ça, tu y arrives, ça ? Alors, en début de semaine, j'y arrive. En fin de semaine, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, j'y arrive. Après, c'est vrai que quand t'as des amis qui sont plutôt habitués à dîner à 21h, 21h30, bon, bah, c'est compliqué d'arriver chez toi avant. Mais ouais, j'aime bien me coucher tôt, et ça, c'est un truc que j'ai vraiment vu, c'est qu'en transférant les heures, c'est-à-dire qu'en te couchant 1 heure plus tôt et en te levant 1 heure plus tôt, tu tires quand même pas mal de bénéfices. Ouais, je suis d'accord. Je suis plutôt quelqu'un aussi du matin, et se lever tôt, ça change vraiment beaucoup de choses, quoi. Bah ouais, parce qu'en fait, en arrivant en fin de journée, ton attention diminue, ton énergie diminue, ton focus diminue, et c'est le grand prisme de la productivité. La productivité, c'est énergie fois attention fois un des 3 que je viens de dire. Et qu'en gros, arrivé en fin de... Ouais, t'as fait 7 heures au bureau, t'as eu plein de sujets à gérer, plein de questions. Ouais, t'as tout ça qui chute. Donc en fait, au lieu de passer 2 heures à comater un peu inconscient, tu vois, faisant les trucs sans vraiment trop les faire, bah autant aller te coucher et te lever 2 heures plus tôt. Et là, t'es vraiment efficace pour le coup. Ouais, et souvent, quand on entend productivité, on se dit... Enfin, on met le focus sur le temps,
Mais en fait, il faut vraiment prêter attention aussi à l'énergie. Si t'as plus d'énergie, si t'as plus rien dans les chaussettes, tu vois, tu vas pas. Ouais, tu vas peux pas avoir être tout le temps que productif. tu veux, mais ton énergie. C'est Ouais. pour ça qu'on pense souvent que rester au bureau des heures supplémentaires, ça sert à quelque chose. Mais il y a plein d'études qui ont été prouvées. Hein. C'est qu'à un moment donné, tu peux rester 3 heures de plus au bureau, tu produiras la même chose que 30 minutes de vraiment travail efficace. Quoi. Ouais, il y a des rendements décroissants, quoi. Ouais. D'accord. Est-ce que tout ça, là, le fait d'avoir, par exemple, ralenti ta morning routine, est-ce que ça a eu un impact sur ta productivité d'ailleurs? Non, non, je pense que c'est des périodes où en fait. Alors oui, quand le fait d'enlever ma morning routine pendant le mois de juin a clairement fait chuter ma productivité. Et ça, je le sais. C'est juste que j'ai eu une période où j'étais plus en mode allez, freestyle, je prends tout ce qui me prend et j'ai trop de sujets. Donc voilà, et après donc c'était un mois commercialement très fort pour Minute Buzz. Donc voilà, après il est passé, je me suis dit ok, je me suis recentré, je me suis reposé sur les trucs, etc. Mais ouais, carrément, ça a un impact, ouais. Et le sport, en quoi ça a un impact sur ton activité professionnelle? Bah sans sport, je vois pas comment c'est possible de faire la vie que j'ai, clairement. Quand tu gères, tu vois, une boîte comme la mienne, que tu veux te faire tous ces challenges, que tu as toutes ces pressions, le sport, c'est un exécutoire, mais tellement bien. Enfin, je veux dire, après, il y a plein d'autres exécutoires. Hein. Il y a la cigarette, il y a l'alcool, il y a plein d'autres choses, en fait. C'est le plus, hein. C'est juste que le sport a quelque chose de... Ouais, et puis, enfin, même, je vais aller plus loin. J'ai mes grands-parents qui sont en fin de vie. C'est quand même important de garder la santé, quoi. Et c'est quelque chose qui se travaille pas au dernier moment. Je vois des mecs de mon âge maintenant autour de moi qui commencent à être un peu en surpoids, qui montent des étages, ils sont essoufflés. Enfin, je me dis, ouais, le corps, c'est notre machine, quoi. Faut la préserver le plus longtemps possible. Ouais, et il y a aussi ceux qui disent je profite de la vie, je fais ceci, je bois, etc. Mais en même temps, ils sont plus vraiment libres de faire ce qu'ils... Enfin, plus vraiment libres. Je sais pas si c'est la liberté, mais c'est que derrière, comme tu dis, ils vont monter des étages, ils vont être mal et tout ça, et finalement, ça va décroître... Ouais, après, quand les gens entendent ce genre de podcast ou ce qu'on est en train de se dire, il y a tout de suite, c'est très binaire. C'est genre, vous kiffez pas, etc. Je me suis encore mis une cuite il y a une semaine, je sors, je vais au restaurant tous les jours, j'adore le vin. Enfin, c'est vraiment, qui dit productivité, les gens ils associent ça à un robot, mais productivité, l'idée c'est justement de pouvoir faire plus de choses pour vivre plus en fait. Et le sport est aussi est une hygiène de vie qui permet de s'autoriser des excès. Et je pense que s'autoriser plein d'excès sans apporter quelque chose de positif à son corps, bah, c'est avoir une balance négative en fait. Ouais, je suis complètement d'accord. Une question de l'ami Tim Ferriss que tu aimes sûrement bien. Au cours des 5 dernières années, quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie? Sans hésiter, la lecture. J'ai quasiment jamais lu de ma vie, parce que la lecture, ça n'a pas été un truc qui m'inspirait étant jeune. Et je pense que jusqu'à mes... il y a un an, donc jusqu'à mes 32 ans, 33 ans, je pense que j'ai dû lire 3 livres dans ma vie, et c'était Le Seigneur des Anneaux, tome 1, 2 et 3, et que ça s'est arrêté là. J'étais vraiment pas dans la lecture. Et je me suis fixé un challenge de lire un bouquin tous les 10 jours. Et ça fait, j'en suis maintenant à mon 45e, un truc comme ça. C'est incroyable la lecture. La lecture, c'est incroyable. C'est quelque chose que j'ai pendant très longtemps eu un gros cliché là-dessus. Mais en fait, c'est ouf la lecture. C'est ouf pour une raison simple. C'est que c'est un mec qui a passé 10 ans, 1 an, 3 ans à écrire un bouquin. Et tout ce qu'il a appris, il l'a résumé en 300 pages. Et donc, t'ingurgites un savoir qui est monstrueux. Donc, tous les 10 jours, j'alterne entre un bouquin de développement personnel, un roman, un bouquin de développement personnel, un roman. Et à chaque fois que je lis un bouquin de développement personnel, c'est de la balle atomique. Et en quoi ça a changé ta vie du coup? Ça a changé ma vie parce que c'est des moments où t'es plus posé, où t'es dans quelque chose de beaucoup moins digital, qui est plus agréable. Et puis ça m'a appris énormément de choses. Que ça soit le minimalisme, le deep work, toute cette notion de blog, de comment profiter plus de ses journées, de ses heures. C'est que des choses que j'ai appris grâce à ces bouquins. Donc Tim Ferriss, c'est un bouquin qui est dingue, hein. La semaine de 4 heures, ça t'apprend énormément de choses, mais c'est tous ces bouquins qui sont juste dingues. Et en plus, j'ai la chance d'être un lecteur tardif. C'est que j'ai que des bêtes de bouquins à lire, tellement j'en ai lu peu, quoi. Donc vraiment, si vous vous intéressez au développement personnel, bon, déjà c'est un secteur qui pullule sur Amazon, il y a des millions de bouquins, mais il y en a quelques-uns, une dizaine, qui sont vraiment des bouquins incroyables et que je vous recommande vraiment de lire, quoi. Si t'en as un à recommander, tiens.
Il y a celui que j'aime, le dernier que j'ai lu que j'aime beaucoup, c'est Deep Work, qui est un de Cal Newport. Voilà, j'ai lu celui aussi qu'il a fait avant, qui est Digital Minimalisme, Mm. qui te met une énorme claque sur ta façon de consommer en fait tout le digital qu'il y a autour de nous. Un qui est très bien aussi, qui s'appelle Comment vivre vraiment 24 heures, de Arthur Bennett, un bouquin qu'il a écrit dans les débuts des années 1900, et tu te dis mais c'est tellement criant de vérité. Et après, dans les autres bouquins que je recommande, il faudrait que je vous dise. Mais pareil, sur mon Insta, j'ai fait la liste de tous les bouquins que j'ai lus. Il y en a vraiment qui sont pas mal. D'accord. Après, La semaine de 4 heures, c'est génial. Le Why de Simon Sinek aussi, il est très bien. Il y a des grands. Des classiques, ouais. Qu'est-ce que tu fais quand tu les lis? Est-ce que tu as un système d'annotation? Tu as des résumés? Tu fais quoi? Alors, moi, je lis sur Kindle. Ok. Team Kindle. Hein. Yes, moi aussi. Je trouve ça vraiment. J'adore cette invention. Comme en fait, je m'étais fixé l'objectif. Pareil, j'ai donc un challenge, fixé lire un livre tous les 10 jours. Je me suis dit, ok, donc je décompose. Il faut lire 10% par jour. Donc 5% le matin, 5% le soir. Donc je me suis dit, Kindle était bien. Ça m'évitait de compter les pages tous les jours. Donc je me focalise un peu là-dessus. Et depuis, c'est devenu une habitude. Et sur Kindle, tu peux annoter. Tu peux surligner des passages que tu peux retrouver en plus derrière sur ton mobile, sur ton ordi. Donc ouais, je suis assez friand de surligner ça. Et de temps en temps, j'essaie de revenir un peu sur mes notes pour me remettre dedans et faire en sorte que ça mémorise un peu mieux. D'accord. Et t'as déjà essayé des choses comme Cooper ou Blinkist en anglais, des résumés de livres? Oui, je vous recommande Cooper fortement. Je suis investisseur de cette startup et Cooper est vraiment top. Pour ceux qui ont un peu envie de se mettre là-dedans et qui justement pour l'instant sont pas encore à fond dans la productivité et ont des soucis de temps, les livres audio de Cooper, les résumés de livres, c'est un bon moyen d'avoir un avant-goût de quelque chose, quitte à rentrer derrière un peu plus dans le détail. Mais ouais, pour tous ceux qui sont pressés, vraiment, les apps, bon, alors, vous allez penser que je suis pas très objectif, mais les apps comme Cooper sont des bons moyens en fait d'avoir un petit avant-goût de tout ça sans forcément y passer des heures. Ouais. Est-ce que tu as une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que tu adores faire? Ou que tu adores? J'ai une curieuse habitude de traquer tout ce que je fais et de parler de productivité en permanence. Ouais, j'ai cette curieuse habitude de vouloir me challenger sur tout. Et, enfin, voilà, les gens, je pense que le premier mot qu'ils doivent dire en parlant de moi, ça doit être le mot challenge. Et ça me va bien parce que pendant longtemps, je me suis demandé ce qu'était un peu mon why à moi, pourquoi je faisais tout ça. Et je me suis dit, à quoi bon faire tout ça? Et en fait, ouais, je trouve ça cool d'essayer déjà de le faire pour moi et puis ensuite, pourquoi pas d'inspirer d'autres gens à se challenger. D'ailleurs, pourquoi tu fais du sport? Pourquoi tu te challenges si c'est pas indiscret? Je pense que comme tout, ça doit revenir de l'enfance, l'envie de prouver à tes parents que tu peux y arriver, que tu peux réussir, puis ça crée une sorte de mécanisme qui fait que à un moment tu as réussi mais tu t'arrêtes pas. Et après, depuis que j'ai 30 ans et que je me suis vraiment mis à fond dans le développement personnel et toutes ces lectures, les Jordan Peterson, Simon Sinek, tous ces trucs qui m'ont un peu chamboulé intellectuellement et qui m'ont fait vraiment me réfléchir et me poser la question de pourquoi je fais tout ça. Et en fait, j'ai la chance d'avoir une énergie qui permet de faire tout ça. Et donc, en fait, ça serait juste extrêmement dommage pour ma vie et pour le fait que je sois là de ne pas exploiter tout ça. Et après, j'ai une compétence en réseaux sociaux qui fait que je médiatise beaucoup de ce que je fais. Donc, tu fais la combinaison des deux et je me dis... ouais, c'est cool. Donc, il y a plein de gens qui disent que je suis un connard, que je suis un robot, que c'est nul que ce que je fais, que je sais rien, que je me la pète et tout ça. Mais tous les jours, j'ai 1, 2, 3 messages de gens qui disent tu m'as inspiré à faire du sport, tu m'as inspiré à m'y remettre, j'adore ton truc des blocs, putain, j'ai retrouvé du temps dans mon agenda et tout ça. Donc, ouais, j'ai un peu. Je commence à toucher du doigt le vraiment pourquoi je suis là et surtout un pourquoi qui m'aligne et qui me fait du bien, tu vois, Ouais. qui me fait me mettre à ma place. De toute façon, avoir des haters, c'est toujours. C'est un peu synonyme, pas de succès non plus, mais ça veut dire que t'es clivant et ça veut dire que tu dis pas un peu comme tout le monde, quoi. Ouais, je pense qu'à partir du moment où tu commences à avoir de plus en plus de gens qui t'aiment pas et de gens qui t'aiment, je pense que t'es sur la bonne voie. Ouais, c'est vrai, totalement. Bon, moi, tout le monde m'aime pour l'instant. Non, Si je t'aime bien, je t'aime. Bon, si on passe maintenant à ton alimentation. Ouais. Qu'est-ce que t'as à me dire sur ton alimentation? L'alimentation, j'ai eu pas mal de phases. J'ai eu la phase qui était liée à Club Med Gym où je bouffais de la merde. Voilà, parce que burger, whisky, coca, et vodka Red Bull et pizza et tralala, donc gros et gras, comme disait mon coach. Et ensuite, après, j'ai découvert...
j'ai pas découvert. C'est pas le mot découvert. C'est en gros, je suis sorti pendant 4 ans avec une nana qui avait un blog de lifestyle, bien manger, bien bouger, yoga, fitness, tout ça. On a vécu ensemble, donc mon alimentation a drastiquement changé. Et puis j'ai commencé à découvrir et à me dire, ok, en fait, le sport c'est bien, mais c'est l'alimentation qui fait tout. Et il y a une phrase, je sais plus, c'est tout entraînement ne pourra pas contrebalancer une mauvaise diète ou un truc comme ça. Et je pense que c'est très vrai. Et donc j'ai optimisé ça. Après, je me suis mis à avoir des nutritionnistes. Donc, je suis coaché par une nutritionniste de temps en temps là-dessus. Jusqu'à arriver à là, donc en début d'année, où en gros, il fallait que je perde 6 kilos pour mon match de boxe pour entrer dans la catégorie. Ok. Donc, c'était quand même important. Et que je suis tombé à moins de 10% de body fat. Donc, c'était cool. Et pour faire ça, je me suis dit, ok, je suis allé à une nutritionniste de compétition. Elle m'a dit, il faut faire ça. Je dis, mais attendez, mais je vais jamais réussir à faire ça. Déjà, je peux pas cuisiner tous ces trucs-là et ça va pas le faire. Et donc, je me suis dit, il n'y a pas des chefs qui pouvaient cuisiner pour moi. Et donc, j'ai trouvé une chef qui est incroyable, qui s'appelle Eat the Ground. Je te fais de la pub encore, Jennifer, hein, mais je te jure, si t'as trop de clients et qui bossent plus avec moi, ça va chier. Et en gros, qui me fait mes plats midi et soir en accord avec ma nutritionniste. Et donc, en fait, depuis maintenant 4 mois, 5 mois, je pense. En gros, elle me livre le lundi et le mercredi mes plats. Donc, ils sont des plats très équilibrés, pesés, comme si j'avais une nutritionniste à la maison, en fait. Et donc, je mange ça tous les midis et le lundi soir, mardi soir et mercredi soir. Je m'autorise une alimentation libre et un peu cool le jeudi, vendredi, samedi. Et ça me permet d'avoir vraiment de stabiliser à entre 10 et 11% de body fat tout en me faisant plaisir, quoi. Ok. J'imagine que ça a un coût tout ça. Est-ce que tu t'es libre de dire le coût que ça coûte environ? Ouais, sur la nutrition, on est à entre 500 et 600 euros par mois. Ouais, en même temps, t'es livré tout. En même temps, on parle de 24 repas par mois, on parle d'une livraison, on parle je me prends pas la tête à savoir ce que je vais manger. C'est un vrai confort, donc oui, c'est un coût, bien sûr. Quand tu mets ça en face de Deliveroo, c'est quand même moins cher que Deliveroo, parce que Deliveroo, ça coûte un bras. Qu'au final, c'est un luxe que je me permets parce que j'estime que mon temps peut être attribué à d'autres choses en attendant et que je m'y retrouve. Ouais, d'accord. Et en plus, c'est complètement adapté à ce que tu dois manger. Donc, Voilà, mais c'est comme mon triathlon qui m'a coûté une somme folle. Pour tomber. Ouais, surtout pour ma roue que j'ai pété, putain. Mais en gros, non, c'est des investissements en fait. Et encore une fois, c'est des investissements qui sont à la hauteur de ce que j'ai envie. C'est-à-dire, j'ai envie d'être fit, j'ai envie d'avoir des vraies performances physiques. Je veux dire, mettre 600 euros dans une alimentation par mois, c'est la base pour arriver à ce niveau-là en fait. Et en quoi l'alimentation a un impact sur ton activité professionnelle? Déjà, le fait de manger sain et équilibré, ça te met déjà bien dans ta tête. Je trouve que c'est important. Il y a un truc qu'on oublie, c'est que quand tu te regardes dans le miroir et que tu te trouves je suis quand même bien, ça a un impact aussi positif. C'est pas que de la mégalomanie, c'est aussi un impact parce que c'est quelque chose de visuel en fait. Et donc tu te renvoies à l'image de quelque chose où tu es bien, donc ça te fait du bien. Et le fait de manger équilibré, des choses saines, cuits sans trop d'huile, sans trop de machin, qui sont pas trop durs, tu as une digestion qui est plus agréable, donc tu passes ta journée aussi de manière plus cool. Ouais, carrément. Est-ce que tu as des principes que tu suis? C'est-à-dire, est-ce que tu es végétarien? Est-ce que tu l'écologie, hein, il y a quelque chose qui est là, hein, tout le monde en parle, et donc je pense comme tout le monde, je commence à être un peu impacté par ça. Donc j'ai fait des petits trucs, hein, mais bon, c'est un peu mieux que rien. J'ai une gourde et je prends plus de gobelets en plastique. J'essaie de réduire 2-3 trucs. Et je pense que c'est pas ça, mais j'ai réduit la consommation de viande rouge de manière assez forte. Alors bon, je vais me faire crier dessus parce que oui, je consomme encore de la viande blanche. Bon, step by step les gars, hein, pour l'instant je suis plus de viande rouge. Mais ouais, c'est quelque chose qui... C'est-à-dire que maintenant, naturellement, je m'oriente plus du tout vers la viande, en tout cas quand je vais au dîner. Donc voilà, après j'ai testé 2-3 trucs, j'ai fait du fasting pendant quelques mois, qui a été intéressant. Sauf que moi j'avais beaucoup d'entraînement le midi en fait, c'était quand même assez compliqué d'arriver le midi à jeun. Après, je recommande, le fasting, c'est un truc assez cool quand même dans l'idée. Pour définir le fasting? Le fasting, c'est de mettre 16 heures entre le repas du soir et le repas du midi. Donc, basiquement, c'est un peu sauter son petit-déj. Mais l'idée, c'est si vous mangez à 20h, vous pouvez remanger à partir de midi. Et entre 20h et midi, vous ne mangez rien. Vous faites que boire de l'eau. Donc voilà, après, il y a tout plein d'autres régimes. Mais ce n'est pas des trucs qui m'ont... Je préfère avoir ce que ma chef me fait, c'est-à-dire... des féculents avec des légumes, un peu de poulet grillé de temps en temps et ça fait le taf quoi. D'accord. Bon, le fasting non français pour les francophones, jeûne intermittent. Jeûne intermittent. Mais ouais, très répandu de plus en plus en ce moment le fasting.
Est-ce que tu te lâches parfois? Grave, franchement, tous ceux qui nous écoutent là, je sais pas quelle image vous faites de moi, mais ouais, je me lâche grave. Quand je vais au resto, je me fais plaisir, je mange ce que je veux. Le vin, j'adore le vin, je kiffe le vin. C'est un des plaisirs français, la gastronomie, le vin. Donc ouais, je bois beaucoup. Quand je vais au restaurant, je me pose pas la question de est-ce que j'ai le droit de prendre un mojito ou pas, quoi. Il y a aussi ça qui est bien, c'est que cette sorte de privation, mais que j'assimile pas du tout en fait à de la privation, le fait de manger des plats équilibrés en début de semaine fait que ouais, je me sens libre. Alors, c'est le grand classique du cheat meal. En gros, tu te fais un régime de fou et un jour dans la semaine, tu t'éclates, tu manges n'importe quoi. On est un peu dans cet esprit-là, mais ouais, je me fais vraiment, vraiment plaisir. Vraiment. D'accord. Et qu'est-ce que tu manges quand tu te fais plaisir? J'adore les pizzas. J'adore les pizzas bien fat. Et mon grand truc à moi, mon péché mignon, c'est le chocolat. Je suis un très 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 grand mangeur de chocolat. Chocolat, chocolat noir. Bon, je suis pas trop chocolat au lait, mais les tablettes de chocolat noir, fleur de sel, tout ce que tu veux, je les défonce. Et les glaces, j'adore les glaces, putain, c'est bon. Et les pizzas, c'est d'où? Les pizzas, c'est que je trouve que la bouffe italienne est une bouffe quand même assez bonne en proposer des trucs. Bon, toutes les cuisines sont top, hein, mais à Paris, il y a beaucoup d'Italiens quand même. Je trouve qu'on a une vraie surreprésentation de l'Italie et que je connais 2-3 petits restos sympas. Et je trouve que la pizza est quelque chose qui, tu vois, même dans les restaurants pas top, la pizza ça va quand même. Tu vois, la pizza ça reste quand même un classique que pour louper, faut franchement être nul, quoi. Ouais, en France en tout cas, ouais, parce que j'ai une expérience au Pérou et là, je sais pas. Je veux dire que c'est la plus mauvaise de ta vie. Jamais tu manges là-bas. T'as une recommandation pizza à Paris ou pas? Ouais, Darocco, les amis, allez chez Darocco, ouais. Darocco. Darocco, c'est des amis. Passez leur bonjour de ma part, c'est génial. J'y suis jamais allé, mais j'ai entendu beaucoup de bien de Darocco. Moi, je recommande aussi Popolare. Je fais le sponsor Popolare. Aussi, comment ça s'appelle? Dalmata. Dalmata Pizza, c'est oui, c'est sûr. Alors ça, voilà, c'est typiquement la bonne fat pizza, bien costaud. C'est les grosses pâtes, j'adore ça. C'est bon. D'accord, donc du coup, bon, je crois qu'on a fait le tour de la question sur l'alimentation. On va aller vite fait sur tes loisirs. Si tu n'avais pas plus ton boulot demain, qu'est-ce que tu ferais de ta journée? Si j'avais plus mon boulot demain, qu'est-ce que je ferais de ma journée? Je pense que j'accompagnerais les gens, je ferais du coaching. C'est un truc Le coaching, c'est génial parce que tu as ce côté transmettre et je trouve que le plaisir, le bonheur est quand même... Le bonheur seul, c'est quelque chose, mais le bonheur de partager, de faire des choses à plusieurs, c'est quand même top. Et je coach un peu des gens déjà et c'est vrai que quand tu coaches, bah, ils sont contents, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils viennent, ils ont envie d'apprendre, tu vois, il y a un... Non, je sais pas. Ah, excuse-moi, je rapproche le micro. Et qu'en gros, non, quand tu fais du coaching, les gens, ils ont ce côté, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de faire, et ils sont positifs, il y a une énergie en fait. Et c'est vrai que quand tu passes de coaching en coaching et que tu aides les gens à sortir de leur zone de confort ou à changer quelque chose, c'est super valorisant, quoi. Il y a un truc qui est génial. Il y a une nana que j'ai aidé à quitter son job et à se mettre à son compte et à se lancer. C'est canon, quoi. Tu vois. Ouais, donc du coup, ce serait du coaching, peu importe, coaching, développement personnel. Après, s'il n'y a plus une buzz, demain, je pense que je remonte une boîte. Parce qu'une fois que tu as goûté à l'entrepreneuriat, je pense que c'est dur d'en sortir. Mais ouais, je pense un peu des deux, ouais. Ok, qu'est-ce que tu fais en dehors de ton travail, en dehors du sport aussi? En dehors du sport et de mon travail, ça me prend beaucoup de temps déjà. Je vais souvent au resto. Je vais au resto tous les jeudis, vendredis, samedis, je pense. Et j'adore les brunchs. Je suis un gros accro. Je suis le gros cliché du Parisien qui va au brunch le samedi et le dimanche. Mais les pancakes sirop d'érable avec des nuggets, des machins, des trucs, les brunchs, les brunchs, ouais, j'aime bien défoncer un bon brunch. Surtout que généralement, je me fais une énorme session de sport le samedi matin, donc le samedi midi, ouais, c'est mon petit plaisir. C'est bien mérité, quoi. Ouais, grave. Avec des potes? Ouais, toujours. Un brunch, c'est pareil, brunch solo. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. On va arriver aux 3 questions de la fin. Donc la première, c'est la recette que tu aimes préparer ou bien le plat dont tu ne te lasses jamais. Alors si j'avais de manger un plat avant de mourir, ça serait du haddock fumé avec des épinards. Je me demandais pas pourquoi, c'est le truc que je kiffe le plus au monde. Par contre, un truc que j'aime bien, même si c'est pas la folie, mais je crois que je suis tombé amoureux de ça, c'est le flocon d'avoine, lait de soja. Ça, c'est pour tout le monde, c'est une bouillie infecte le matin. Bah moi j'aime bien. J'aime bien me préparer, c'est tous les matins, je me fais mes 80 grammes de flocons d'avoine avec mon petit lait de soja.
j'aime bien. Et tu te le fais minute du coup. Ouais, je fais chauffer l'eau dans une poêle. Enfin, je fais chauffer le lait dans une poêle. Après, je rajoute les flocons d'avoine, je touille. D'accord. Des fois, je me fais un petit excès, j'ai une petite cuillère de miel. Oh là là, Oh là là. Et ouais, c'est une bonne pâtée. Je sais pas, il y a un truc, c'est bien quoi. Et tu rajoutes rien dessus? Même Non, pas le lait de soja en fait Ouais. le lait de soja, excusez-moi, il est aromatisé à la vanille la plupart du temps, donc il a un petit D'accord. côté sucré. Mais ouais, j'aime bien. Et je me fais mon café, ça c'est mon rituel de ouf. Je me fais un café filtre à l'italienne avec un café incroyable que je moue, que je pèse. Je suis un ouf de café. Et donc mon flocon d'avoine et mon café, c'est mes 2 petits trucs du matin. Avec la cafetière, comment elle s'appelle? Cafetière. Bialetti, non? Ouais, c'est une V60, mais que je pèse, je fais ça bien quoi. Tu vois, ouais. j'ai pris une formation de barista. Ok. Et donc je fais ça bien. Et donc ces 2 trucs là, ouais, c'est 2 trucs D'accord. que tu peux retrouver chez moi souvent. Deuxième question, quel est ton film préféré? Alors, j'ai pas répondu à la question, mais je vous recommande. Il s'est fait dézinguer par la critique, mais le dernier Luc Besson, Anna, le film Anna, le dernier Luc Besson était assez incroyable. Donc je vous le recommande. Et sinon, non, dans mes films préférés, alors ça va renforcer mon côté un peu cliché, mais j'adore les blockbusters. Donc tout ce qui est Avenger, tous ces trucs-là, tous ces films John Wick, tous ces films un peu où tu laisses ton cerveau à l'entrée du cinéma, j'aime bien. D'accord. Donc vous m'emmènerez pas voir un film d'auteur français, malheureusement. Mais ouais, dès que ça fait poum poum et qu'il y a des super pouvoirs. Expandable. Ouais. Expandable, donc tout le monde se fout de la gueule dessus. Mais donc je l'ai vu en avant-première au Grand Rex quand il était. Il y avait Stallone et Schwarzenegger sur scène. Top. On était tous des bolos dans la salle. Mais à un moment, il y a quand même Chuck Norris qui apparaît à l'écran. La salle se lève, on applaudit. C'est ça le cinéma, quoi. D'accord. Pour finir, est-ce que tu as une anecdote en rapport avec le sport ou l'alimentation? Une anecdote d'hier, quand vous faites un triathlon, pédalez pas trop près du trottoir, sinon vous finissez dans le talus. Non, là comme ça, d'anecdotes avec le sport, il y en aura des centaines, mais j'en ai pas une. C'est déjà bien. Ouais, déjà bien. Ok, pour terminer, Maxime, est-ce que tu peux donner aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver? Oui, je suis très actif sur Instagram, donc c'est @MaximeBarbier, BARBIER, Maxime avec un E, Maxime Barbier. Et sinon, de par mon métier, je suis très présent évidemment sur LinkedIn, sur TikTok, sur Facebook et tout le tralala. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez une question à poser, vraiment sur Instagram, vous m'envoyez un inbox et je vous répondrai avec plaisir. J'adore répondre à toutes les questions. D'accord. Merci Maxime d'être avec passé grand plaisir. sur le podcast. Merci Brice. À plus tard. À toutes. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je sais que cet épisode t'a donné envie d'aller te faire une bonne pizza au resto, mais avant ça, j'ai encore besoin de toi pour 2 petites minutes. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour ce faire, rien de plus simple. Lance iTunes depuis ton ordinateur ou Apple Podcast depuis ton smartphone. Cherche Chill by Feta Fitness, va dans la section Notes et avis et laisse un avis. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.